Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Utilisé depuis près de 2000 ans en Chine, les jiao, un médicament traditionnel, avait quasiment disparu. Mais depuis quelques années, on le retrouve sur les étals des pharmacies et autres boutiques de bien-être chinoises. Censé fluidifier le sang, diminuer les effets des chimiothérapies ou encore améliorer la libido, ce remède prétendument miracle coûte cher, jusqu'à 600 € le kilogramme. S'il peut être consommé dans des boissons, des gâteaux ou même des pilules, l'ingrédient principal nécessaire à sa préparation ne varie jamais. Il s'agit de gélatine extraite de peau d'âne. Victime du regain de popularité de lait jiao, la population d'ânes vivant en Chine a diminué de moitié ces 20 dernières années. On dénombre désormais plus que 5 millions de bêtes dans le pays. Aussi, les industriels, au cœur de ce commerce lucratif, se sont tournés vers une nouvelle réserve d'ânes, l'Afrique. Nos correspondants en Chine et au Kenya, Élodie Cousin, Bastien Renouille, Antoine Védéier et Charlie Wang, ont mené l'enquête. Voici leur reportage. Une fois par mois, Sophie Roux se prépare une tasse de jiao, cette poudre réputée en Chine pour ses bienfaits supposés sur la santé. Boissons, gâteaux, les modes de consommation sont multiples pour ce produit à base de gélatine d'âne. Je l'ouvre, je vous montre. Ça, c'est de l'eau de jiao pur. C'est pas bon. Et c'est compliqué à prendre parce qu'il faut aller à la pharmacie et leur demander de le transformer en poudre ou alors il faut faire fondre le morceau. C'est compliqué à préparer. Sophie n'aime pas le goût de la boisson. Mais comme c'est un produit haut de gamme, en consommer est très bien vu. C'est une marque de richesse. C'est mon père qui me l'a offert. Il m'en donne tous les ans. Avec ses amis, il s'offre ce genre de cadeau. Le jiao est considéré comme un très beau présent, un produit de bien-être, donc les gens en offrent souvent. Censé fluidifier le sang, il permettrait aussi de diminuer les effets négatifs des chimiothérapies et même d'améliorer la libido. L'économie de la Chine est en croissance constante depuis plus de 40 ans. Le développement du pays a favorisé l'émergence d'une classe moyenne d'environ 130 millions de personnes. Ce sont elles qui consomment le plus de produits de bien-être. À Shanghai, les commerces spécialisés ont fleuri. Certains soins sont extrêmement luxueux comme le jiao, qui peut coûter jusqu'à 600 € du kilo. Dans ces bureaux, des nutritionnistes donnent des conseils sur Internet. Un commerce très lucratif. Le e-commerce se développe très vite en Chine et quand on cherche sur le site internet le plus connu, on peut voir toutes sortes de produits de jiao. On voit que ça se vend très bien. Le produit le plus vendu a été acheté plus de 36 000 fois par mois. Les ventes ont explosé depuis 2010 grâce aux nombreuses publicités à la télévision et sur Internet. Une tendance qui relance l'intérêt pour ce remède qui avait quasiment disparu des étals. Le jiao est considéré comme un médicament car il est écrit dans le livre référence de la médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 2000 ans. Ça vient des élevages d'ânes dans la campagne, par exemple dans la province du Shandong ou bien dans le sud-ouest de la Chine. Ce que dit la nutritionniste n'est pas tout à fait vrai. Pour répondre à la demande, la population d'ânes chinoise a été décimée de moitié. Au cours des 25 dernières années, elle a diminué de 5 millions. Alors les industriels ont dû chercher une solution. Ils l'ont trouvé à plus de 9000 km du bureau de la nutritionniste, en Afrique. Le continent est devenu un pourvoyeur de premier rang.
Nous retrouvons la trace de l'Ojiao au Kenya, avec ses 1,8 million d'ânes dans cet abattoir. John et sa famille sont spécialistes du commerce des peaux. Mais sans les Chinois, ils n'auraient jamais pensé à gagner de l'argent grâce aux ânes. Ici, au Kenya, nous n'étions pas habitués à abattre les ânes. Alors je leur ai dit qu'on ne mangeait pas cette viande ici. Mais ils n'arrêtaient pas d'insister. Depuis 2016, 3 abattoirs spécialisés ont ouvert au Kenya. Tous appartiennent à des Chinois. Celui dirigé par John tue jusqu'à 200 ânes par jour. La viande est ensuite découpée et emballée. Mais c'est une autre partie de l'animal qui intéresse les exportateurs. Ici, on enlève la peau. Il y a tout un processus. Ils commencent à enlever la peau ici jusqu'à ce qu'ils arrivent là. À cet endroit, on enlève les abats. On doit retirer la peau jusqu'au sabot. On doit même la découper jusqu'à la tête. Vous voyez sur toute la tête, on va même lui enlever le museau. Il ne faut pas perdre 1 centimètre de peau. Avec un prix moyen de 8000 shillings, soit 65 €, c'est la partie la plus chère de l'animal, celle qui est utilisée pour produire la gélatine nécessaire à la conception de l'Ojiao. Impossible de filmer le processus de fabrication du remède. En Chine, les entreprises de transformation sont pour la plupart liées au Parti communiste et refusent les caméras. Seule la télévision publique chinoise a pu tourner ces images. 一张新鲜的驴皮要变成一盒成品阿胶，需要99道大工序，300多道小工序，长口锅慢火细熬，整道流程下来需要足足80天。所以说，这个经验对阿胶生产以后，它的要求也是非常严格，就在这里。掌握火候是手工熬胶贯穿始终的技艺，凭借的就是丰富的熬胶经验。通常3斤驴皮才能熬制出1斤阿胶。L'appétit chinois pour les peaux est exponentiel. Il faudrait jusqu'à 10 millions d'unités par an pour y répondre, alors qu'on ne compte que 44 millions d'ânes sur la planète. Dans les hangars de l'abattoir, plusieurs milliers de pièces attendent d'être expédiées, direction l'Asie. Ici, on utilise du sel industriel pour protéger la peau. Cela draine toute l'eau et le sang. Cela fait partie du traitement de la peau. Et grâce à ça, on peut la garder pendant 1 an sans qu'elle s'abîme. Mais John n'aura pas besoin d'attendre aussi longtemps. Il lui suffit d'1 mois pour remplir un container de 2500 peaux. Une cadence trop rapide, les ânes kenyans ne suffisent plus aux industriels. À l'extérieur de l'abattoir, ces hommes l'ont bien compris. Ils sortent du circuit légal pour pouvoir fournir des animaux. On va les prendre chez les Maasai en Tanzanie. On doit aller les chercher à pied pour leur faire traverser la frontière et quitter secrètement le pays. Une fois au Kenya, on doit payer une taxe, mais c'est de plus en plus compliqué. Le président tanzanien ne veut plus exporter d'animaux. Pour sauver l'espèce, la Tanzanie a interdit l'abattage d'ânes en juin 2017. Tout comme le Mali, le Sénégal et 11 autres pays africains avant elle. Le Kenya, lui, ne réagit pas. Pourtant, les témoignages d'abus se multiplient. Dans la campagne, à l'extérieur de Nairobi, une nouvelle menace pèse sur les fermiers. Les ânes sont essentiels pour le travail dans les champs. Mais les vols se multiplient. Depuis 1 mois, Gérald doit louer celui de son voisin. Je commence tout juste à utiliser cet âne. Et vu que je ne suis pas son propriétaire, il ne m'obéit pas bien. C'est pour ça qu'on doit l'aider et le pousser, car il ne nous appartient pas. Nos ânes à nous ont tous été volés.
Les malfaiteurs utilisent toujours le même mode opératoire. Ils viennent de nuit, vers 1 ou 2 heures du matin, et ils entrent dans les enclos. Ensuite, ils volent les ânes et on ne les revoit plus jamais. Ce jour-là, une équipe de l'ONG Donkey Sanctuary, le sanctuaire des ânes, rend visite à Gérald. Bonjour, comment ça va? Je suis venu avec le vétérinaire. Bonjour docteur, comment allez-vous? La semaine précédente, des hommes ont tenté de voler son nouvel animal. Venez, entrez, je vais vous montrer comment ils ont fait. C'est par là que les voleurs sont entrés. Ils ont cassé cette planche en bois, mais grâce à ce morceau de tôle, ils n'ont pas réussi à emmener l'âne avec eux. Seule preuve de leur passage, des couteaux qu'ils avaient avec eux pour dépecer l'animal. Gérald veut les montrer aux deux hommes. Cette fois-ci, j'ai entendu les voleurs et je suis sorti. Ça leur a fait peur et ils se sont enfuis. Ils ont abandonné ces couteaux derrière eux et ils sont partis. Nous lui conseillons de renforcer son abri pour le rendre plus sécurisé. C'est pour ça que maintenant, il envisage des murs en pierre. Le fermier a déjà perdu 3 bêtes. Il ne lui reste plus qu'un ânon. Mais impossible pour lui de s'en occuper depuis que sa mère a disparu. C'est le sanctuaire des ânes qui en prend soin. Alors que le Kenya est un fervent défenseur des animaux sauvages, le vétérinaire de l'ONG ne comprend pas l'inaction des autorités. Nous avons réalisé que le problème majeur, c'est qu'ils ne les tuent pas pour la viande. Quand vous tuez un animal pour le manger, vous n'en tuez jamais trop. Mais lorsqu'on exploite un animal pour une partie de son corps, on peut facilement le surexploiter. C'est un problème que nous avons vu chez les baleines, chez les éléphants et les rhinocéros. L'organisation a essayé de sensibiliser le gouvernement, mais sans succès. Nous avons recueilli beaucoup de signatures sur une pétition. Plus de 1000 personnes ont signé pour que le gouvernement empêche le commerce des peaux. Ils ont publié ce rapport qui montre ce qui s'est passé entre les années 2014 et 2016. Sur cette période, près de 100 000 peaux ont été envoyées en Chine. Le gouvernement, qui refuse de commenter la situation, n'a pris aucune mesure pour protéger ces animaux. Au contraire même, selon nos informations, un 4e abattoir est sur le point d'être autorisé. À ce rythme-là, le sanctuaire des ânes estime que l'espèce pourrait disparaître du Kenya d'ici 6 ans. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. L'un des moines bouddhistes les plus importants de Chine a démissionné cet été après avoir été accusé d'agression sexuelle par plusieurs religieuses. Shi Jucheng, c'est son nom. Il fait actuellement l'objet d'une enquête par l'administration nationale des affaires religieuses. L'affaire est considérée comme l'un des éléments déclencheurs du mouvement MeToo en Chine. Le système juridique chinois est mal conçu pour traiter les allégations d'agression en raison de l'ambiguïté des lois. Mais les victimes d'agressions sexuelles et les militants s'emploient à changer cela. Le reportage de Catherine Ayou et Antoine Védéier. En 2016, Xiao Liang s'apprêtait à être diplômée et à quitter l'université lorsqu'elle a déclaré que l'un de ses professeurs avait tenté de la violer. J'ai été choquée parce que je pensais que cet homme était un professeur très respectable. Pendant tout ce temps, j'avais l'impression que c'était un homme gentil. Je ne réalisais pas qu'il me manipulait. Comme elle,
Une autre étudiante dit avoir été agressée par le même professeur dans son bureau. Xiao Liang l'a signalé aux responsables de son université, mais ils l'ont ignoré. Pour autant que je sache, cet homme travaille toujours dans la même université en tant que professeur associé. Et je suis très inquiète pour ces étudiantes. J'ai peur qu'elles soient en danger. Inspirée par le mouvement MeToo né aux États-Unis et soutenue par son petit ami, la jeune femme de 25 ans a décidé de ne plus se taire. Elle réclame des réponses de la part de son université. Ces dernières semaines, la campagne MeToo a pris de l'ampleur en Chine. Sur les réseaux sociaux, des messages accusent d'agressions sexuelles des personnalités comme le célèbre animateur de télévision Zhu Jun ou le moine bouddhiste Shi Chueshang. Au début du mois d'août, le chef de l'association bouddhiste dirigée par le gouvernement chinois a démissionné après la publication en ligne d'un rapport l'accusant d'avoir tenté de contraindre des religieuses à avoir des rapports sexuels. La plus haute autorité religieuse chinoise enquête sur la question, mais les observateurs ne sont pas très optimistes. Les enquêtes sont lentes et les résultats sont étouffés et non transparents. Et pour cette journaliste, le mouvement MeToo en Chine est confronté à un autre obstacle, la censure des autorités. Les articles et les pétitions reliées en ligne sont souvent supprimés. Au début, le mouvement MeToo en Chine a été bien accueilli et a incité davantage de personnes à s'exprimer. Mais par rapport à d'autres pays, nous avons beaucoup d'inconvénients, y compris le manque de liberté sur Internet. Un sujet tabou sur Internet, mais aussi pour une grande majorité de la société chinoise. Cette militante nous explique que la Chine ne dispose pas d'une définition juridique du harcèlement sexuel. Dans les écoles, les entreprises, personne ne sait comment gérer de telles agressions. Alors Zheng Shi travaille à changer cela en collant par exemple ces petites affiches dans le métro de sa ville. Selon une enquête récente en Chine, plus de 50% des femmes disent avoir déjà été agressées dans le métro. Nous espérons contribuer à créer un environnement qui dissuadera les criminels sexuels et fera reconnaître à l'administration publique ses devoirs et ses responsabilités. En Chine, la plupart des cas d'agression sexuelle sont passés sous silence. L'université Beirang de Pékin a été la première à licencier un professeur accusé de harcèlement sexuel sur ses étudiantes. Le scandale a marqué le début de la campagne de MeToo dans le pays, mais pour les étudiants du campus, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je pense qu'il devrait y avoir un système pour superviser le comportement des professeurs, afin d'éviter que cela se produise. Il est difficile d'établir un mécanisme national pour y remédier. Cela peut prendre des années. Mais le fait que ce soit difficile ne doit pas être une raison pour ne pas le faire. Et là où les institutions publiques tardent à réagir, certains parents ont décidé de prendre les choses en main. Préoccupés par les témoignages d'agressions sexuelles rapportés par les médias chinois, ils profitent des vacances d'été pour apprendre à leurs enfants à se défendre en cas d'agression. Quand ils grandiront et affronteront ces situations, ils sauront comment les gérer et ils auront confiance en eux. Dans un pays ultra-conservateur où l'éducation sexuelle est quasi inexistante, Zhang Qinchin et ses collègues organisent ces camps d'été pour combler cette lacune. Notre objectif est tout d'abord de sensibiliser les enfants à leurs parties intimes, tout en leur expliquant les cas précis où la nudité peut être normale. Plus important encore, nous leur faisons prendre conscience qu'ils sont maîtres de leur corps et qu'ils ont le droit de dire non. Enfin, nous leur enseignons les moyens de se protéger. Elle espère qu'enseigner aux enfants à dire non leur permettra plus tard de ne jamais avoir à dire MeToo. Au sud du Liban, elle fait partie du décor. Depuis 1978, la force intérimaire des Nations Unies veille au maintien de la paix et de la sécurité dans la région qui a subi de nombreux conflits ces 40 dernières années. Alors,
Entre patrouilles de surveillance et autres missions pour sécuriser la zone, quel est le quotidien de ces casques bleus et comment la FINUL a-t-elle évolué ces dernières décennies? La réponse avec ce reportage de Marguerite Silve. Maïs El-Jabal, aux confins du Liban Sud. C'est ici que France 24 a pu accompagner ce bataillon népalais de la force intérimaire des Nations Unies. À quelques mètres des positions israéliennes, ces soldats effectuent une patrouille le long de la ligne bleue qui fait office de ligne de démarcation entre les deux pays. Cette zone de végétation que vous voyez là-bas est adjacente à la ligne bleue. Ici, nous sommes du côté libanais de cette ligne, elle est toute proche. Plus loin, là-bas, vous pouvez également voir ces barils bleus, surélevés. Ils indiquent clairement la zone de démarcation entre Israël et le Liban. La surveillance de ces 120 km est l'objectif principal des casques bleus. Tracée en l'an 2000 par les Nations Unies en coopération avec Israël et le Liban, la ligne bleue garantit le retrait total des troupes israéliennes suite à l'invasion de 1982. Lors des patrouilles, le bataillon népalais marque régulièrement des haltes, l'occasion de faire le point sur la sécurité des environs. Notre travail, c'est de nous assurer que le commandant qui supervise les patrouilles sait toujours quelles zones sont en train d'être observées en temps réel. Nous faisons attention à toujours avoir une bonne visibilité de la zone observée et nous prenons garde qu'aucune activité hostile n'est en cours. Depuis 40 ans, la FINUL sillonne les chemins du Liban Sud avec un but principal, maintenir au maximum la paix et la sécurité. Créée en 1978 dans une région bouleversée par des conflits à répétition avec Israël, cette force internationale est devenue indispensable. Pour le commandant en chef irlandais, le général Michael Berry, beaucoup de changements positifs ont eu lieu depuis sa création. La FINUL a beaucoup changé en l'espace de 40 ans. Nous avons vu beaucoup de changements et de développements positifs. Aucun doute que nous devons tout ça aux efforts que nous avons fournis. Mais nous le devons aussi et surtout aux États libanais et israéliens. Car dans un camp comme dans l'autre, ils soutiennent mutuellement le fait que nous devons rester ici, à surveiller la ligne bleue. La FINUL n'œuvre pas seule. Suite à la guerre en 2006 contre Israël, la résolution 1701 du Conseil de sécurité instaure une coopération stratégique avec l'armée libanaise. Les forces armées libanaises occupent une place essentielle dans le cadre de nos actions ici à la FINUL. L'une de nos tâches est d'aider à renforcer leurs capacités. Notre objectif, c'est que l'armée libanaise puisse éventuellement se déployer davantage au Sud-Liban, pour qu'il y ait une réelle expression de sa souveraineté nationale dans cette zone. Ce jour-là, sur la base d'Ibel el-Saki, le général reçoit le ministre de la Défense serbe. Sous commandement espagnol, cette base représente aussi d'autres nationalités qui font la diversité de la FINUL. Nous sommes ici dans le secteur opérationnel Est de la FINUL. C'est une brigade espagnole. Ça veut dire que le commandant de secteur et la majorité des effectifs sont espagnols. Mais en ce moment, il y a aussi des Serbes, des Indiens, des Indonésiens, des Chinois et des Népalais qui travaillent ici. Les militaires français engagés dans la force internationale sont eux au nombre de 700, déployés au sein de l'opération Daman. Non loin de là pour la FINUL, le déminage est un autre défi majeur. Au Liban Sud, la menace des mines antipersonnelles israéliennes reste un problème grave. Sur ce site de 2500 km² délimité par leurs soins, ces experts cambodgiens travaillent méticuleusement. Ils ont détruit 300 mines ces 4 derniers mois. Quand nous trouvons une mine, nous informons notre chef d'équipe qui fait remonter l'information au superviseur. C'est lui qui fait venir l'expert en explosifs pour voir si c'est bien une mine. Et si c'est le cas, de quel type de mine il s'agit. C'est lui qui décide alors la marche à suivre. La FINUL intervient aussi dans d'autres secteurs qui ne relèvent pas du domaine militaire. À Taher Deba, ville de 7000 habitants à majorité chiite, le maire apprécie cette présence quotidienne. Ici à Taher Deba, il y a des forces coréennes basées depuis 2007. Nos relations sont fondées sur une relation humaine solide. Les Coréens nous rendent service dans tous les domaines. Ils sont impliqués dans une trentaine de projets, notamment dans la construction et l'aménagement urbain. Les trottoirs, les canalisations, les jardins publics, les routes.
Ils sont également actifs dans des projets sportifs et même des ateliers de couture. Ces casques bleus venus d'ailleurs seront rentrés dans leur foyer ces prochains mois. Pour la plupart, ce type de mission ne dure pas plus d'1 an, mais d'autres prendront la relève, car dans ce Liban Sud en permanente ébullition, la finule fait partie du décor. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Longtemps plombée par la crise économique, la capitale portugaise fait peau neuve. Les chantiers se multiplient et les acheteurs, notamment étrangers, se pressent pour profiter du charme de Lisbonne. Madonna, Scarlett Johansson ou Eric Cantona vivent désormais à l'heure lisboète. Les prix grimpent et les habitants peinent à se loger. Pour les propriétaires, il est beaucoup plus intéressant de louer à des touristes. 3 000 € de rentabilité mensuelle contre 300 € en moyenne pour une location au mois. La capitale portugaise compte donc plus de 15 000 appartements touristiques. Margot Subra-Gomez et Mélina Huette nous en disent plus. Les touristes du monde entier semblent s'y être donné rendez-vous. Lisbonne, ses maisons colorées, sa lumière, son charme, c'est la carte postale la plus en vue de l'été. Le soleil, la gentillesse des gens. Mes enfants me le réclament, on vient au Portugal une fois tous les 2 ans. J'aime particulièrement ces vieilles maisons et les ruelles étroites. C'est charmant? Oui, charmant, je crois que c'est le mot. Alors moi j'ai fait ma première nuit en auberge et ensuite on fait Airbnb principalement. Tout le monde va au Portugal en ce moment, tout le monde va à Lisbonne et à mon avis ça a bien dû faire grimper les prix. Victime de son succès, Lisbonne a vu l'immobilier flamber. L'an dernier, les loyers ont augmenté de 20%, chassant peu à peu les habitants du centre-ville. 800 € de loyer? Mais tu as vu ça où? Parce que moi, dans le coin, je n'ai vu aucun appartement à moins de 1 500 €. J'ai même vu un 2 pièces avec une cave à 2 000 € par mois. Tu te rends compte? 2 000 € par mois. Vanda Betancourt habite depuis 40 ans dans ce quartier, aujourd'hui très prisé des touristes. Elle payait 350 € de loyer. Coucou mon Chris, ça va? Mais va devoir quitter son appartement dans 1 mois. Le propriétaire n'a pas renouvelé son bail. Avoir un logement aujourd'hui, ça n'est plus un droit fondamental. C'est devenu un bien de luxe. Et ça ne devrait pas être comme ça. Moi, je paye mon loyer en temps et en heure. Je n'ai jamais eu d'impayé. Alors pourquoi je devrais me retrouver à la rue? Je travaille. Pourquoi je devrais dormir dans la rue avec 3 enfants à charge? C'est juste inhumain. Elle risque désormais l'expulsion. Avec un salaire de 550 €, le minimum au Portugal, elle ne trouvera pas d'appartement à Lisbonne. Car pour une rentabilité maximum, les propriétaires misent désormais sur la location saisonnière. Lisbonne compte plus de 15 000 logements touristiques. Le marché est en ébullition, certaines agences immobilières se sont même spécialisées dans les investisseurs étrangers. Allons-y. Alors ici, nous sommes dans un de nos appartements à vendre à Lisbonne avec les parties communes et les chambres. Là, nous avons la chambre parentale, elle est très spacieuse. C'est un appartement typique de Lisbonne. 100 mètres carrés en plein centre historique, 600 000 €. Cet appartement sera sûrement vendu à des Français ou à des Européens. Généralement, ils en font un double usage. Ils l'habitent une partie de l'année et pour le reste, ils le louent sur des plateformes de location touristique pour avoir un meilleur retour sur investissement. Et rien n'est trop beau pour les investisseurs étrangers qui achètent et rénovent des immeubles entiers. Le Portugal fait tout pour les attirer. Un achat de plus de 500 000 € leur donne droit au statut de résident permanent. Le logement est devenu la grande cause nationale, mais les associations de riverains se sentent bien démunies. Plus de la moitié de ce quartier par là qui est en train d'être vendu. Qu'est-ce qu'ils font Ils font des appartements de luxe et des hôtels. On est dans la deuxième phase de la gentrification. Et tout ce que vous voyez va disparaître.
Lisbonne serait-elle à vendre au plus offrant? C'est ce que craint Anna Benavente. À 73 ans, cette retraitée continue d'enseigner à l'université. Elle a dû déménager car son loyer a été multiplié par 3. J'ai été obligée de venir ici et je paye très cher. Je paye presque 50% de ma retraite. Et je trouve que c'est très injuste, et pour moi et pour les plus jeunes, bien sûr, qu'on n'ait plus le droit de vivre en ville. Alors qu'on a des engagements civiques, on a notre intégration, on a notre vie, notre travail. Tout d'un coup, on découvre qu'on est interchangeable. Si quelqu'un, dans ce marché de fous, d'un capitalisme absolument sauvage, paie le double pour cet appartement, je l'aurais plus. Les inégalités se creusent en silence, à l'écart du bal incessant des touristes. L'an dernier, 1700 familles ont été expulsées de leur logement à Lisbonne. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. Ce soir, dans notre nouvelle rubrique, le Paris des Arts. Nous prenons de la hauteur. Nous partons avec Johan Bourgeois à la découverte des trésors volants du Musée des Arts et Métiers à Paris. L'acrobate, danseur, chorégraphe ou encore jongleur nous fait partager sa poésie et sa quête de l'équilibre à travers ses spectacles. Nous rencontrerons aussi le scénographe Richard Peduzzi qui va offrir au théâtre La Scala un nouvel écrin parisien. Reportage. Il est pas mal, hein, ce cadre. Vous savez ce que c'est? Eh oui, c'est les arts et métiers. C'est les arts et métiers, mais avant c'était une abbaye, l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs. Vous savez que je vais vous emmener faire un voyage, là. J'en suis très heureux. On va même utiliser une machine à remonter le temps. Il y a plein de choses qu'on va découvrir. La première bicyclette, le cinématographe des Frères Lumière, le téléphone Bell. Il y a des choses qui vous intéressent en particulier? Moi, j'adore tout ce qui va dans les airs. Vous, votre truc, c'est de défier les lois de la gravité. Vous aimez l'équilibre précaire, ça vous vient d'où? Ça me vient de ma propre existence. C'est plutôt pour donner à voir la fragilité plutôt que l'exploit. La science, vous, ça vous fascine? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a les deux versants dans la science. Hein. Il y a toutes les avancées pour le meilleur et aussi pour le pire. Bon, en tout cas, on va marcher dans les pas des grands inventeurs, des grands aventuriers. Est-ce que vous aimez les défis? Ah ben j'adore les défis. De toute façon, on ne peut pas avancer sans défi. Bonjour Johan Bourgeois. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes jongleur, acrobate, danseur, chorégraphe, acteur. Vous êtes l'homme qui tombe, l'homme qui s'envole, l'homme qui rebondit, l'homme qui joue toujours en équilibre précaire. On va donc revenir dans cette émission sur votre parcours de haute voltige. Mais avant, je vous propose de découvrir les joyaux de ce musée des arts et métiers. Eh ben, allons-y, on y va. Le musée des arts et métiers, c'est le musée des premières fois. Première fois que nous avons volé, roulé, fait du cinéma, travaillé le verre ou la céramique. Ici, on explore le progrès technologique à travers des exemples bien concrets et l'on découvre un patrimoine unique au monde. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors notre invité aujourd'hui, Johan, c'est un homme qui aime s'envoler. On va s'intéresser aux objets volants, il y en a plusieurs ici. Il y a les premiers avions. Il y a les premiers avions. Allez, allons-y. Ah ouais. Ah oui, c'est impressionnant là. Qu'est-ce que c'est ça? Alors vous êtes sous les ailes du premier engin, premier avion à avoir réussi à décoller du sol. Nous sommes à la fin du 19e siècle.
Il a volé cet avion-là? Alors, on évoque plutôt un bond, puisqu'il va faire 300 mètres, mais à une hauteur de 50 cm environ. Ça va, t'auras pas le vertige? Non, 50 cm, je pense que ça va aller. Ouais, c'est fou. Ah non, ça c'est fou de le voir de si près. C'est incroyable quand même de se dire que on a traversé la Manche avec cet engin-là. Alors il faut imaginer en ce 25 juillet 1909, 5h30 du matin, 37 petites minutes vont suffire à Louis Blériot pour rejoindre les côtes anglaises. Incroyable. 37 petites minutes qui vont changer l'histoire de l'aviation et l'histoire de Louis Blériot. Alors, Karine, vous ne le savez peut-être pas, mais dans le tout dernier spectacle de Johan, qui se tient au Panthéon, il y a un pendule de Foucault, le fameux pendule de Foucault du Panthéon, qui est accroché à 67 mètres de hauteur. Et évidemment, il joue avec. Et ici, vous nous expliquez comment fonctionne le pendule de Foucault. Cette démonstration permet d'apporter une preuve palpable de la rotation de la Terre sur elle-même. J'ajoute les petites quilles qui vont permettre, en fait, de visualiser le phénomène. On a évidemment tendance à penser que c'est le plan d'oscillation du pendule qui, petit à petit, en tournant, fait tomber les quilles. Et en fait, pas du tout. Ce n'est pas le pendule qui vient aux quilles, ce sont les quilles qui viennent au pendule. Ouais, c'est ça. Parce que la Terre tourne. Parce que la table tourne, l'Église, nous avec, parce que la Terre tourne sur elle-même. Johan, dans votre spectacle au Panthéon, est-ce que le pendule de Foucault alimente votre réflexion et votre créativité, votre création? Bah oui, parce que moi je m'intéresse à tous les phénomènes physiques, j'essaye de les rendre perceptibles. Et là, ce dispositif-là du pendule de Foucault, je le trouve particulièrement éloquent et c'est ça qui m'intéresse. On donne à voir des rapports de force élémentaires comme l'inertie, l'équilibre, l'énergie. Et au passage, vous vous offrez le Panthéon de votre vivant, vous ne doutez de rien? Non. C'est bien. Johan, quand j'ai préparé cette émission, je me suis demandé comment vous nommez. Vous êtes circassien, danseur, chorégraphe, acteur. Comment est-ce que vous vous définissez? J'essaye vraiment de ne pas me définir. C'est vraiment important pour moi. Après, je dois avouer que je viens du cirque et que je continue à travailler des techniques classiques du cirque, telles que la voltige, l'acrobatie, le jonglage. Mais j'aime penser que je suis à un endroit de lisière entre différentes disciplines. Vous êtes, vous venez de le dire, inclassable. Vos spectacles sont aussi tous différents les uns des autres. Il y a toujours quand même un point commun, c'est une recherche de l'équilibre. Une recherche plus précisément de ce que vous appelez, vous, le point de suspension. Expliquez-nous. Alors le point de suspension, c'est une notion que j'ai découverte en faisant du jonglage. Et c'est un moment, ou plus précisément un instant, où quand l'objet des jongleurs est lancé, celui-ci atteint le plus haut point juste avant la chute. Donc c'est un instant assez intéressant parce que à cet endroit, l'objet est délesté de la gravité. Et c'est l'instant exact, ce point de suspension, c'est-à-dire il ne dure pas. Et j'ai l'impression qu'il est exactement à la croisée de deux champs lexicaux, le champ lexical de la physique, avec l'absence de poids, et le champ lexical temporel, c'est-à-dire l'instant absolu, le présent. Et l'objet, souvent, c'est vous. C'est vous qui vous êtes lancé et qui atteignez ce point de suspension avant de retomber. Qu'est-ce qui se passe dans ce très très bref instant qui, j'imagine, doit durer à un quart de dixième de seconde? Eh ben, il y a une volupté toute particulière. C'est vrai qu'à force de lancer mes objets, j'ai voulu me mettre à leur propre place. J'ai voulu moi-même être jonglé, donc j'ai utilisé des moyens des engins de propulsion, tels que le trampoline, la bascule, la balançoire russe, tous ces trucs un peu barbares, mais pour essayer en effet de moi-même me suspendre.
Vous avez créé votre compagnie en 2010 et vos compagnons de jeu viennent d'horizons très différents. Vous n'aimez pas cloisonner. Ce qui a été à la base de ma compagnie, c'est quelque chose que j'ai appelé l'atelier du joueur, qui était une manière de réunir des artistes issus de champs différents sous ce prisme-là, le jeu. Et en même temps, c'est une manière pour moi de rester connecté je pense, à l'enfant que j'étais. Alors, quelle est votre ambition à la tête du Centre chorégraphique national de Grenoble? Ce qu'on essaie de faire, c'est, je pense, un large geste de décloisonnement. On a essayé de créer un centre de création le plus mobile possible pour pouvoir entretenir des rapports un peu inédits avec des tas d'environnements. Et j'aime essayer d'imaginer des spectacles ou des ateliers qui vont pouvoir être très mobiles et rencontrer aussi des populations qui n'avaient pas forcément prévu de rencontrer l'art en quelque sorte. Dans le nom de vos spectacles, Cavale, l'art de la fugue, celui qui tombe, le drame n'est jamais loin. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui annonce quand même un désastre. Est-ce que c'est conscient? À chaque fois, les dispositifs que je crée, les dispositifs sur lesquels reposent ces spectacles-là, précarisent en quelque sorte l'environnement. Dans ces scénographies, effectivement, la vie est un tout petit peu plus dure qu'au quotidien. C'est sans doute parce que j'ai l'impression que l'époque dans laquelle on vit actuellement est une époque de profonde mutation où les choses qu'on croyait stables en réalité se découvrent plus fragiles qu'on ne le croyait et du coup réfléchissent aussi notre propre fragilité. Et est-ce que vous vous imposez des contraintes physiques de plus en plus grandes ou la poésie reste l'axe principal? La base de mon langage poétique, c'est la contrainte physique. Pourquoi la contrainte physique? C'est peut-être parce que je cherche un langage qui soit universel. Et les langues, habituellement, sont toujours plus ou moins reliées à des cultures. Et j'ai l'impression que dans la grammaire que j'utilise, les éléments essentiels sont des éléments auxquels on doit tous faire face, qu'on soit enfant, qu'on soit vieillard, qu'on soit asiatique ou qu'on soit africain. On doit tous supporter son propre poids, on doit tous essayer de tenir debout. Et c'est les éléments principaux qui constituent mon langage. Défier les lois de la physique, rechercher toujours, repousser toujours un peu plus loin les limites de l'équilibre, ça correspond à quoi? Un besoin de contrôler, de jouer sa vie, de ne pas mourir? Dans la défiance au phénomène physique, la prise de risque en général est pour moi un intensificateur de présence. Et c'est ça que je cherche, c'est à travers ces expériences avoir le sentiment d'une vie particulièrement intense. Dans son Paris des Arts, Johan nous emmène à la rencontre du scénographe et designer Richard Peduzzi. À Paris, il a notamment été directeur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. À Rome, il a régné sur la Villa Médicis. C'est l'un des plus grands décorateurs de théâtre de notre époque. Son dernier défi, offrir à la Scala, cette ancienne salle du boulevard de Strasbourg, les parures d'un haut lieu de la culture. Richard, c'est votre dernier bébé ici? Nous sommes à la Scala. Il n'est pas encore né. On attend tous avec impatience qu'il arrive au monde. Septembre 2018, premier spectacle. Voilà. Et vous avez été chargé d'imaginer évidemment le décor, la scénographie de cet endroit. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Chargé de donner un esprit, de donner une couleur, de retrouver l'odeur du théâtre. C'est-à-dire que là, vous partez à la fois d'un tronc
béant, Oui. mais c'était un lieu D'ailleurs, quand j'ai vu qui la avait une première fois histoire. ça m'a fait partir en courant, tellement c'était un trou, de la poussière, des ruines, tout ça. Mais en fait, les ruines renaissent, donc c'était intéressant de travailler là-dessus. Et puis j'ai eu la chance de voir des spectacles, de rencontrer des gens comme Johan, d'admirer vraiment ce qu'il faisait. Ça m'a redonné le goût de repenser le théâtre autrement, presque. Bon alors Johan, évidemment, vous êtes très attentif au travail de Richard, et pour cause, c'est vous qui allez ouvrir le bal ici à la Scala. Vous avez un peu la pression? Un petit peu, ouais, je dois dire, mais surtout beaucoup d'excitation. Ouais. Parce que là, je vais tenter de faire jouer le théâtre au sens propre, c'est-à-dire d'utiliser presque le théâtre à la manière d'un agrès, quoi. Richard, vous nous faites visiter le chantier? Bien sûr, avec joie. Allez, on vous suit, hein? On se casse la gueule avec la gueule. Oui, il y a de l'eau là. Il y a de l'eau? Là. Richard, Oui. elle va être où la scène? Alors, la scène, elle va être partout en fait. D'accord. Il va y avoir des gradins Ouais. transformables dans tous les sens. D'accord. Et puis, elle va être aussi frontale, comme un théâtre à l'italienne. Les possibilités que ça va donner d'exploiter le lieu, de permettre aux artistes d'inventer des mouvements, des choses, des situations différentes, je crois que ça va être extraordinaire. Le théâtre, vous y revenez. Ça a C'est bien. été une longue période Bien de sûr. votre vie. Ah ouais, ouais. Elle a débuté avec une rencontre décisive en 1967, rencontre qui date un Vous peu. êtes au courant de tout, c'est très Patrice bien. Chéreau, hein. Ouais. Avec lui, ça a été le début de la grande aventure. Ah bah ouais, c'était extraordinaire. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer Chéreau qui a laissé libre cours à mon imagination. Je lui montrais des dessins, on en parlait, mais il me laissait toujours libre. Voilà. Mais Et c'est comme avec, ça. et avec lui, vous avez fait presque tous ces décors. Tous ces décors, depuis ce moment-là. Ouais. Vous avez vu qui arrive? Ah. Mélanie et Frédéric Biessy, Mélanie et Frédéric les Biessy. heureux propriétaires du lieu. Vous êtes content de ce qu'a inventé, de ce qu'a imaginé Richard, cette scénographie tout de bleu vêtu? Ouais. Merci. Mais c'est vrai, c'est un enchantement. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi Johan pour ouvrir le bal? Pour la même raison. Un coup de cœur. Pour la même raison que Richard. Et avec Johan, on ne pouvait que s'envoler dans le ciel de Paris pour notre questionnaire du Paris des Arts. Mon plus beau souvenir, je crois que c'est une séance d'hypnose nocturne au cimetière de Montmartre. Ça a duré toute la nuit, c'était incroyable. Avec un professionnel? Oui, une professionnelle. Sur des tombes? Pas sûr, non, non, non. Pas loin. Pas loin. J'adore l'ancienne voie de chemin de fer qu'on appelle, je crois, la petite ceinture vers le 15e arrondissement. Alors, je sais pas, on peut pas vraiment appeler ça une salle, mais disons, vu que j'aime jouer partout, je rêverais de jouer à la piscine, je crois qu'elle s'appelle Molitor. Molitor. Ouais. Je dirais une douce turbulence. Un petit restaurant vraiment minuscule qui s'appelle le Daraton, rue Édouard Jacques, dans le 14e. Le silence. Paradoxal. Merci Johan Bourgeois. Merci. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Johan sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. À très vite. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un parachute ou quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Vous êtes joué en plus donc. Je dirais. Ah, oh la mince. Ouf. Ça va? Oui, ça va. On m'avait dit que j'étais joueur. On doit la refaire à nouveau. Je suis désolé, vous êtes pressé, je suis vraiment désolé. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée.